Bonjour Simon du futur, voici juste une petite note. Avant l'épisode d'aujourd'hui, nous présenterons une interview d'Ilya Sekharin, un opérateur de drone ukraino-canadien ayant servi en première ligne et conseillé des décideurs ukrainiens sur la guerre de drones avancée. Nous pensons que c'est une conversation fascinante avec une personnalité tout aussi fascinante, et nous pensons que vous partagerez ce sentiment. Mais malheureusement, il s'agissait d'une interview à distance, comme nous allons le voir, et nous avons rencontré quelques problèmes de son. Nous l'avons amélioré autant que possible et nous avons également ajouté des sous-titres tout au long de l'épisode pour que vous ne manquiez rien du message. Le message d'Ilya mérite d'être entendu et nous sommes ravis de le partager avec vous. Merci de votre compréhension. Et maintenant, l'épisode d'aujourd'hui. La guerre moderne est en pleine révolution des drones et il n'y a aucune nation sur Terre qui se soit mieux adaptée à l'ère des drones que l'Ukraine. Et dans le style de la guerre, créativité, flexibilité et innovation technologique font une grande différence entre victoire et défaite. Les dirigeants doivent aller au-delà de la simple victoire des batailles. Ils doivent inventer des tactiques et stratégies inédites, souvent en temps réel. Aujourd'hui, nous avons le privilège de parler avec Ilya Sekharin. Ilya est un opérateur de drones et conseiller ukraino-canadien auprès des hauts responsables du haut commandement ukrainien. Ilya, merci beaucoup de nous rejoindre. Bonjour Simon, ravi d'être ici. Merci encore de nous rejoindre. Je voulais commencer par quelque chose que tu as écrit. J'ai trouvé ce concept très intéressant. Percer un trou de 10 km dans la ligne de front russe avec 40 000 drones. Tu as aussi évoqué l'usage des drones pour conquérir, pas juste défendre, comme actuellement sur le champ de bataille. Pour quelqu'un qui entend ça pour la première fois, peux-tu nous expliquer à quoi cela ressemblerait? 40 000 drones, c'est juste... J'ai du mal à imaginer un nombre aussi élevé. Oui, je pense que les médias pourraient en s'emparer du chiffre de 40 000 drones, mais je pense que c'est un peu trompeur, car 40 000 drones n'agissent pas en même temps. On parle de 40 000 drones sur une journée, mais il y aura 1 millier de drones attaquant en même temps, et avec ce rapport de force, nous obtiendrons la supériorité des drones sur l'ennemi localement, et nous localiserons et détruirons les opérateurs ennemis, leurs unités, les centres de contrôle et les systèmes de guerre électroniques. Et la force réagira en se réfugiant dans le bunker, et Foxhole le piégera et se dissimulera. C'est pourquoi nous devons aussi lancer une attaque terrestre, idéalement menée par des robots au sol appelés EJDS ou véhicules sans pilote. La première vague attaque ces robots. N'aura pas tant pour but de détruire l'ennemi que de repérer leur position, qui sera ensuite détruite depuis les airs. Cela créera une brèche opérationnelle dans la zone de destruction des drones ennemis d'environ 20 km chaud. Donc, après l'intervention des drones, puis aussi des drones terrestres, ils iront peut-être où? À quel moment des éléments de combat plus traditionnels, comme les chars et leurs équipages, entrent-ils en jeu? Est-ce que ce serait après le premier jour? Comment voyez-vous le calendrier pour ce genre de choses? Eh bien, je pense que le drone possède la principale puissance offensive et défensive, donc les autres armes devraient lui être subordonnées. Nous allons donc déployer des plateformes et opérateurs de drones mobiles dans cette brèche. Donc vous ne verrez pas de grandes colonnes de chars qui seraient invulnérables aux contre-attaques de drones ennemis. C'est fascinant. J'aimerais en savoir plus sur vous et votre parcours. Vous êtes né en Ukraine et avez vécu au Canada, c'est bien cela? Né en Ukraine, je suis devenu citoyen canadien il y a des années, à l'adolescence. Après quelques années de guerre, je suis revenu dans ma ville de Kiev et j'étais président directeur général et propriétaire d'une entreprise prospère. Je menais une belle vie, je vivais donc dans un grand et bel appartement au centre de Kiev, je conduisais une Redjank UR et j'avais une magnifique compagne ukrainienne. Ma fiancée, donc ma vie était bonne avant l'invasion. À quoi cela ressemblait-il quand tu as commencé? Qu'est-ce que ça faisait de devenir pilote de drone? Où es-tu allé? Comment as-tu appris? Peux-tu m'expliquer un peu tout ça? Nous avons été visités par quelques pilotes de drones qui nous ont montré les possibilités et ils ont invité les personnes les plus motivées à devenir instructeurs de drones. Et je me suis inscrit à ce cours. Et c'est parti de là. Combien de temps cela prend-il? Non, environ 1 mois au total. C'était essentiellement un quadricoptère civil de DJI militarisé. Ouais, je sais piloter un drone DJI, les parallèles sont intéressants, et 2 semaines à 1 mois de formation, c'est long. Comparé au pilotage d'un chasseur ou au lancement d'un missile, la barrière à l'entrée semble plus basse. C'est peut-être ainsi qu'on peut le formuler. Piloter un DJI Mavic 3, ce n'est ni planifier une mission, ni savoir l'utiliser comme arme. Donc il faut prendre en compte les moyens dont il dispose sur le terrain.
Il faut prendre en compte l'horizon radio, comment le planifier, comment aborder les itinéraires ou installer les centres de contrôle, comment utiliser les émetteurs, etc. Ce n'est pas si simple, mais la courbe d'apprentissage du drone était bien plus lente au début que celle des armes conventionnelles. Et c'est l'une des caractéristiques du drone. En réalité, il n'est pas difficile à maîtriser au niveau de base. Oui, c'est un vrai changement dans la guerre. Pouvez-vous décrire une mission de drone et son fonctionnement? La cible est-elle choisie, acquise, puis un opérateur de drone planifie-t-il une mission avant de l'exécuter? Pouvez-vous simplement m'expliquer comment cela pourrait fonctionner? Eh bien, le drone, au niveau technique, est responsable de la surveillance opérationnelle, de l'acquisition de cibles, de l'évaluation des dégâts et de fonctions similaires. Alors, qu'est-ce que vous recherchez exactement et quelle est la méthodologie actuelle pour le faire? Pour vous donner un exemple, il peut être disponible en première ligne. Donc vous prenez simplement votre drone et vous le faites voler dans une zone précise. Vous pouvez aussi planifier la mission vous-même et réfléchir où trouver, par exemple, des blindés russes cachés, des véhicules de combat d'infanterie ou des équipes de mortiers. Cela dépend de ce que vous recherchez et du type de drone utilisé. Je vais en choisir un, disons un indépendant voulant éliminer une cible. D'accord, donc si je suis un opérateur indépendant. Maintenant, cela se fait en groupe de soldats. L'un serait un drone de surveillance, les autres un ou deux drones First Person View. Le First Person View radiocommandé a une caméra moins performante car il utilise une transmission vidéo analogique, contrairement au First Person View optique de combat qui peut avoir une meilleure caméra. Donc, un modèle de surveillance, principalement MADIS 3 encore des Mavic 3, et il dirigerait des frappes First Person View contre la cible. Les Ukrainiens et les Russes, bien sûr, disposent maintenant de capacités de surveillance et de reconnaissance plus longues, grâce à des drones plus grands. Et donc jusqu'à 50 km ou plus, et le 30 km... First person view signifie première personne, n'est-ce pas? Oui, quand on parle d'un first person view, on pense souvent à un quadricoptère, mais cela peut aussi désigner une aile ou un drone à aile fixe first person view. Donc, essentiellement, vous avez un Mavic 3 qui fait de la surveillance, quelqu'un le pilote. Et ensuite, une fois que la cible est acquise, d'autres opérateurs avec des drones first-person view, qu'ils soient des quadricoptères ou des ailes fixes, vont alors cibler ce que le Mavic 3 a trouvé. Oui, c'est une version simplifiée de cette méthode. Je veux illustrer ces coûts. Je sais qu'un Mavic 3 est un produit grand public qu'on peut vite récupérer après une mission. C'est-à-dire, vous savez, la surveillance revient en espérant qu'elle ne soit pas abattue, ce genre de situation, n'est-ce pas? Et puis les first-person view sont plus jetables, ce qui en fait l'unité la plus chère. Donc en fait, vous serez surpris d'apprendre que le Mavic 3 est en réalité beaucoup moins cher. Donc le prix d'un First Person View varie de 300 à 700 contre peut-être 2000 pour un Mat 3. Une des principales caractéristiques des drones est leur caractère jetable pour un usage massif. Et c'est pour ça qu'on a établi une zone d'action d'environ 20 km, parce que les drones sont tellement bon marché. Comment fonctionne leur chaîne d'approvisionnement? DJI est bien chinoise, non? Oui, et c'est l'un des points faibles de notre armure. Donc les entreprises ukrainiennes font en fait des recherches et conçoivent leurs propres drones qui auraient des capacités équivalentes à celles du Mavic 3. Et la production de panneaux photovoltaïques a été largement localisée et beaucoup de leurs composants sont désormais fabriqués en Ukraine. Pas seulement les châssis mais aussi les hélices et parfois les moteurs. Et donc il y a eu une intégration verticale dans la production de First Person View et dans la production en général. À quel point pensez-vous être proche d'avoir un drone équivalent au Mavic 3 qui pourrait être produit localement? J'espère que l'année prochaine, si vous gagnez armée fiable, avec de meilleures caractéristiques que le Mavic 3, et une fois que vous aurez cela, bien sûr, nous remplacerons le produit chinois qui est une vulnérabilité dans l'armure. Mais pour l'instant, il y a plein de Mavic 3 et d'autres drones autour, n'est-ce pas? Oui, le Mavic 3 fait des ravages sur le champ de bataille. Je pense qu'il y aura toujours un Mavic 3 en vente ici, donc il ne risque pas d'en manquer bientôt. Je voulais parler des drones et de ton expérience concernant leur implication dans la guerre sur les lignes de front là-bas. Quand je fais des vidéos ou lis l'actualité pour la chaîne, il s'agit toujours de drones. Est-ce que c'est pareil sur les lignes de front? La guerre est-elle vraiment complètement dominée par les drones, comme on le lit dans les médias? Oui, j'aime bien cette comparaison où le drone est considéré comme la clé du champ de bataille ou de la zone de destruction. Parce que le drone est omniprésent sur les champs de bataille et il peut administrer des tirs directs sur l'ennemi.
La plupart de cela est repoussé au-delà des kilomètres, et cette zone de 20 km concerne les deux côtés, y compris le côté ukrainien. Donc cela crée une ceinture de kilomètres où il est difficile de survivre. C'est ainsi que m'est venue l'idée du blitz des drones. Début 2020, j'ai écrit un article conseillant au gouvernement ukrainien de créer une branche séparée de forces de système gérées dans l'armée. Pour créer des formations de drones Arch, ce qu'ils ont fait avec 1 an de retard, et pour lancer une blitz de drones. Comme les Russes, les généraux ukrainiens font confiance à ce qu'ils voient, et ils constatent que le drone a provoqué cette révolution. La question n'est plus de savoir si nous devons utiliser le drone, mais comment les utiliser le plus efficacement possible pour en tirer le meilleur parti. Les lignes de front bougent-elles actuellement? Il semble qu'une vaste zone de tir empêche presque tout mouvement des troupes dans cette région. Comme vous l'avez dit, il y a des essaims de drones partout. Les lignes de front bougent dans un sens ou l'autre. Dans une situation comme celle-là, sans faire une attaque massive de drones, comment un camp va-t-il prendre du territoire à l'autre? Essentiellement, il y a 3 principales façons de pénétrer la zone de destruction ennemie. La première, c'est ce qu'on appelle le Monster Turbo Tank. C'est un énorme char auquel on a ajouté un blindage supplémentaire sur sa structure principale, ce qui le rend plus encombrant. Même s'il encaisse plus de tirs de FPB qu'un char classique, il reste très encombrant. Il est lent, il est vulnérable aux armes traditionnelles comme l'archili ou les armes anti-chars. La deuxième façon de pénétrer la zone ennemie est d'utiliser de petits moyens de transport comme des motos, des trottinettes électriques et des buggy. Donc la troisième méthode, est peut-être la plus utilisée, pour percer la zone de destruction, ce sont les petits groupes d'infiltration d'assaut. La progression russe s'explique par la concentration de leurs meilleures unités de drones sur une zone restreinte du front, utilisant ainsi une attaque éclair de drones comme diversion. C'est pourquoi je révèle cela au monde et au lecteur occidental. Parce que les Russes font déjà quelque chose comme ça. Et je crains qu'ils n'essaient d'utiliser les drones et l'attaque éclair de drones pour tenter d'envahir d'autres pays. Comment se protéger d'une attaque éclair de drone? Il existe désormais des moyens de se défendre contre les drones, comme les filets ou d'autres dispositifs, ou encore en les abattant avec des missiles coûteux. Mais comment ferait-on face à des milliers de drones? Des dizaines de milliers de drones, potentiellement en une seule journée, impliqués dans une attaque éclair de drones. Comment pourriez-vous vous défendre contre quelque chose comme ça? Cela semble être un nombre tout simplement écrasant. Donc ce que je proposais, c'est ce que les opérateurs à distance mettent en place eux-mêmes, la création d'un mur de drones. Une zone de destruction de drones du nord de la Norvège et de la Finlande jusqu'au sud de Rome. Donc vous avez une zone de destruction de drones longue de plusieurs milliers de kilomètres, donc bien plus étendue que celle de la guerre Russie-Ukraine. Vous devez aussi avoir vos 50 drones. Les Russes ne resteront pas avec leurs tirs à longue portée, vous devez les préparer pour la provocation. Attaquer dans la zone de destruction. S'il ne s'agit pas d'armes conventionnelles, ce serait une guerre de drones ou une autre forme de guerre électronique. Ou alors, qu'est-ce qui éliminerait réellement les drones dans cette zone de destruction? Eh bien, il existe un certain nombre d'armes qui peuvent être déployées contre le drone. Vous pouvez construire le drone en vol ou tenter de le piloter, le localiser et le détruire. Centre de lancement et de contrôle. Il est évidemment plus logique d'attaquer ces sites. Essayez de se défendre contre le drone qui attaquera probablement en essaim. La meilleure défense contre eux est la dispersion et la dissimulation, puis il faut localiser et éliminer les opérateurs animaux. C'est la meilleure approche possible. Bien sûr, vous pouvez utiliser des dispositifs tactiques comme des fusils à pompe, des lance-filets ou des lasers à l'arrière, là où il y aurait de puissantes sources d'alimentation. Mais la méthode principale, à l'avant, avec le drone, c'est de détruire les opérations ennemies. Donc si vous visez ces centres de contrôle, je pense que je ne sais pas. Les drones, il y a 20 ans, quand on pense aux drones Predator et à ces appareils pilotés par un Américain de 20 ans aux États-Unis, alors qu'un drone survole l'Irak ou l'Afghanistan ou autre, c'est très différent du monde d'aujourd'hui. Ce sont ces drones, je veux dire, je ne sais pas, j'ai déjà eu un drone dans le passé, je crois que sa portée était de 5 km, 10 km. C'est ça? Les centres de contrôle doivent-ils toujours rester près des drones ou existe-t-il une solution? Y a-t-il eu des moyens d'éloigner ces personnes davantage pour qu'elles soient moins ciblées ou moins vulnérables? Oui, c'est une bonne question, et elle touche au cœur même des drones. Il y a plusieurs problèmes liés au fait de piloter le drone à distance. Le premier, c'est la vulnérabilité des liaisons de communication par satellite.
Un autre facteur est le léger décalage dans la transmission des signaux, entraînant un délai de quelques secondes. Cela peut être partiellement compensé par l'intelligence artificielle et l'autonomie. Par exemple, vous verrouillez une cible avec un système autonome, et vous n'avez pas besoin d'être précis par rapport au décalage, au délai d'une seconde que cela prendra. Si vous évaluez cette amélioration de l'intelligence artificielle, en gros, 2 secondes peuvent faire une grande différence. Et aussi, Désolé, peut-on intégrer cela dans les drones déjà présents sur le champ de bataille? Est-ce ajoutable? Je ne suis pas expert, mais s'agit-il d'un problème logiciel ou doit-on créer de nouveaux drones pour utiliser cette technologie? la technologie existe déjà et permet la communication par satellite. La chose la plus évidente serait d'en faire une communication par satellite, comme avec Starlink, puis de connecter les drones à ce Starlink. Mais il y aura ce décalage. Et aussi, les opérateurs de drones, les techniciens d'orchestre sont à l'avant, donc ils trouvent les drones, ils évaluent la tête, ajustent leur fréquence, etc. Donc il faut quand même avoir des techniciens, même s'ils sont à distance, quelqu'un pour lancer le drone. Donc, nous avons parlé au début de l'entretien aujourd'hui du Blitz de drone et nous l'avons mentionné plusieurs fois. Vous avez récemment dit y avoir rédigé un article. Votre livre « L'ascension des machines » sort en janvier. Nous enregistrons en décembre et publierons à la mi-décembre, c'est bien cela. Pouvez-vous préciser, est-ce lié à l'idée du Blitz ou de la guerre par drone en général? Ce livre s'adresse-t-il au grand public, tout en pensant aux professionnels, mais il est uniquement destiné aux militaires. Donc en gros, je présente mon propre opérateur de drone en première ligne, qui a ensuite fini par devenir conseiller auprès des hauts responsables ukrainiens. Et je pense que ce sera intéressant pour un large public. Je le pense aussi. J'ai hâte de le lire et je m'assurerai qu'il y ait un lien pour le précommander sous cet épisode. Comment en êtes-vous venu à devenir conseiller du gouvernement ukrainien sur ces questions? Comment cela s'est-il passé? Oui, En plus de mon rôle d'opérateur de drone en première ligne, j'ai travaillé comme interprète et traducteur pour des unités humanitaires et des volontaires militaires en Ukraine. J'ai rencontré un colonel de l'état-major de l'information ukrainien et réalisé pour lui des traductions de recherche. Et une fois que j'ai eu mes idées sur le blitz de drone, je les ai couchées sur papier et je lui ai demandé de les transmettre à quelqu'un, le commandant en chef de l'Ukraine et aux membres de l'état-major. Et j'ai été surpris en fait quand notre chef de gestion David Arakamia m'a contacté et a dit « Nous sommes tous fascinés par votre document ». Et j'ai transmis cela au ministre de la Défense, au vice-premier ministre et aux membres de l'état-major, et ils ont commencé à me contacter. J'ai discuté avec eux en personne, c'est comme ça que tout a commencé. Oui, j'ai eu de la chance d'y arriver. Je voyais autour de moi, donc je n'étais pas le seul là-bas, mais je pense que j'ai apporté ma contribution. donc en passant de l'attention portée à l'Ukraine à une vision plus large, j'aimerais parler de l'OTAN et de vos réflexions sur l'alliance de l'OTAN et sa relation avec les drones. Tu crois que je ne sais pas? De mon point de vue, ça ressemble juste à un de ces grands organismes qui avancent tellement lentement sur tout. Quel est ton avis là-dessus? Tu penses ça aussi? Je veux dire, j'imagine que la réponse est évidemment oui. Ils avancent trop lentement. Nous devons nous mettre à jour avec la guerre moderne. Certains pays ou politiques de l'OTAN semblent-ils particulièrement avant-gardistes concernant la guerre par drone? Y a-t-il quelqu'un d'autre, en plus de l'Ukraine, que nous devrions prendre comme bon exemple dans la poursuite de ce type de guerre? Oui, je pense que la base dans les pays occidentaux a déjà accepté la nécessité d'intégrer les drones dans leurs efforts de guerre. Et certains généraux restent encore plus conservateurs, ce qui est naturel, même en considérant les versions précédentes des armes révolutionnaires. Certains anciens colonels affirmant toujours que les chars n'étaient pas assez bons. Mieux vaut utiliser notre cavalerie traditionnelle, car elle fonctionne bien mieux. Je pense que cet état d'esprit est en train de changer, mais lentement. Et je pense que l'une des armées qui est très en avance sur les autres en ce qui concerne ce que j'appelle la dronification des forces armées, c'est l'armée britannique. Et j'ai eu une petite conversation avec ce chef d'état-major général, Sir Wiles Walker, et il soutient beaucoup les principes, la guerre par drone et même le drone blip. Et je pense qu'ils sont déjà en train de former la 11e brigade au Royaume-Uni pour essayer de fournir des protections UIS et des attaques contre les forces russes dans le ROX. Donc je pense que l'armée britannique est le pays le plus avancé à cet égard parmi les pays de l'OTAN.
Et j'espère que le ministre de la Défense du gouvernement allemand adoptera également cela comme méthode principale pour guider leurs forces. Donc ils n'ont pas créé d'armes héritées, qui seront détruites très rapidement sur les champs de bataille. Je pense qu'ils devraient investir davantage dans les capacités de guerre électronique et les capacités de drones. Vraiment? Tout d'abord, c'est agréable d'entendre que certains pays de l'OTAN, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, voient dans quelle direction va la guerre. Nous avons parlé il y a quelques semaines à John Healey, secrétaire à la défense du Royaume-Uni, qui confirmait « Oui, c'est la guerre. À l'avenir, il faut vraiment être prêt. » C'était agréable à entendre et rassurant de savoir qu'en Allemagne, ils pensent pareil. Pensez-vous qu'il y a d'autres leçons que l'OTAN peut tirer de l'utilisation des drones en Ukraine dont nous n'avons pas encore parlé? J'ai l'impression qu'on a déjà tout abordé. Y a-t-il malgré tout quelque chose qu'on aurait oublié? Sinon, pas de souci, cela veut dire qu'on a déjà couvert beaucoup de choses. Je pense que l'aspect de la possibilité prochaine d'un affrontement entre l'OTAN et la Russie ainsi que ses alliés, c'est le problème de la mobilisation de masse. Parce que si on regarde les sondages, peu de gens sont prêts à rejoindre l'armée. Peut-être 2 ou 3 personnes sur 10. Les planificateurs militaires occidentaux doivent l'accepter comme un fait, au lieu de tenter de convaincre ces personnes de se battre. Je pense qu'il faudrait plutôt miser sur la régénération des forces volontaires grâce à des incitations financières plus élevées. Comme la Russie paie davantage ses contractuels et a ainsi pu générer ses forces à un rythme rapide. La Russie a pu mobiliser aisément des centaines de milliers de personnes. Mais cela ne va pas vite parce que cela pourrait entraîner des troubles sociaux, des problèmes au sein du régime. Et je pense que l'Occident doit davantage compter sur le recrutement et qu'il doit essentiellement augmenter les salaires des soldats afin d'attirer plus de personnes dans l'armée. Et une autre façon de traiter le problème de la mobilisation de masse est d'utiliser davantage de drones et de robots. Donc nous avons moins d'humains, mais ils opèrent essentiellement beaucoup d'équipements militaires. Oui, je veux dire, en tant que personne relativement jeune, l'idée d'être mieux payé pour aller à l'armée et de prendre moins de risques est évidemment quelque chose qui serait comme, eh bien, c'est une bien meilleure option que d'être mal payé. Aller en première ligne et ne pas piloter un drone, mais se faire tirer dessus. Donc oui, ça semble être une bonne voie à suivre. Et une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éloigne un peu des drones? Mais ressentez-vous quelque chose, après l'avoir vécu, que le public pourrait aussi ressentir? Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas sur l'Ukraine? Ou y a-t-il quelque chose que vous sentez être ignoré et que les gens pourraient mieux comprendre à propos de la guerre en Ukraine? Oui, je vois que la plupart des sociétés démocratiques se lassent rapidement des guerres, et c'est naturel car nous voulons tous mener une vie normale. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas simplement faire semblant de nous retirer du projet. Les problèmes ne feront que réapparaître dans un état bien pire. Donc je pense que l'Ukraine est actuellement la première ligne de défense pour les pays européens, et même pour la civilisation dans son ensemble. Parce que je veux simplement attirer votre attention sur le fait que les effectifs en première ligne ukrainienne sont tombés à 20 à 30% de leurs effectifs initiaux. Donc selon les anciens manuels, ils sont considérés comme inefficaces au combat. La seule chose qui freine les Russes est la zone de destruction des drones. Malgré cela, ils doivent reculer et abandonner du terrain pour préserver leurs forces. Et je pense que le soutien occidental pour les Ukrainiens doit continuer à tous les niveaux. Et aussi difficile que cela puisse être, il faut comprendre que c'est bien plus difficile en Ukraine. Et je suis aussi un grand partisan du compromis avec Radar. De cette façon, je pense que si la Russie accepte de faire quelques concessions à l'Ukraine, je pense que cet accord peut être conclu. Si l'Occident fournit à l'Ukraine la résistance nécessaire pour former des forces de drones sécurisées, nous pourrions utiliser ces drones pour frapper et vaincre les Russes sur le champ de bataille. Et à un autre niveau, si les pays de l'OTAN étaient prêts à mener la guerre des drones de demain, je pense que cela servirait de moyen de dissuasion pour empêcher la Russie de les attaquer en premier lieu. Je pense qu'il est urgent de réformer et de coopérer avec l'Ukraine pour créer une défense commune contre les régimes autoritaires. C'est mon message à vos auditeurs. Un message auquel il est facile d'adhérer. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Votre livre, L'Ascension des machines, est en précommande et sort le mois prochain. J'ai hâte de le lire. J'encourage tout le monde dans notre public à aller acheter un exemplaire. Merci encore pour votre temps. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et un honneur.
Merci, au revoir. Au revoir.